Bon, bonjour, hello everyone. On m'a demandé de faire la conférence en anglais, donc je vais le faire en anglais. Mais si vous voulez, dans la petite partie sur les questions ensuite, on pourra parler en français. Levez la main ceux d'entre vous qui préfèrent en anglais. Ok, bon, il y a quand même des gens. Bon. So, hello everyone. Good morning. Hope you had not too much of a bad evening yesterday, or a bad morning this morning. My name is Guillaume Seligman. I'm a lawyer. I think I'm the only lawyer, more or less, in this conference. Well, apparently not. Some in the public. Welcome. And the idea is that we were trying to address legal issues in relation to no-code, and in particular, legal issues in relation to data protection and privacy. So the first question is, why bother? You know, does it change your life? Why on earth? Let me tell you a quick story. I'm a Parisian. I was born here. And, you know, I love the city. And yesterday, I've been to a dinner party, and then, because the weather was nice and the traffic was terrible, I decided to go back home through the tube. And I never do that, but since I did, evidently I got a pickpocket who stole my phone. My phone. My whole life. Everything in it. All my apps, all my data, all my clients' data, my kids' pictures, everything. Now, that's for the bad news. The good news is everything is encrypted, and the app and the OS are set up in such a way that they can be remotely erased, remotely deleted immediately. The phone could be localized, geolocalized, and the next day I got an old iPhone from a drawer somewhere, and everything was reinstated back from the cloud. So magic happened, and personal data, which is really the gist, the nugget in the gold mine, have been protected. So this tiny example will show you how important it is to think about data and think about personal data from the outset, from day one. So what does it mean for you? And especially for you who are in the development of no-code applications. Well, it's a bit of a bother. It's a pain. It's complex. It's difficult. You know, it's in the way of the business. It's in the way of the workflow. It's in the way of the modules. But it's important for your clients. So you have to transform a development pain, something that is an obstacle you have to overcome, into an asset, into a sales pitch, into a good argument for your product. So let's get into the various elements of that equation. The first is that no-code platforms, no-code agencies, no-code solutions have to think about personal data if they want to make it. For all the apps that include personal data, that include privacy issues, you have to think about it because it's important for your clients. Even if you don't care about it, they do. And they expect you to take these issues seriously. Because if you don't, then you're becoming a problem to them. So you have to take this on board from day one. What's more, there are both theoretical and practical aspects that need to be you know, put together in order for that to work. And let's get into the detail of that. So the first element is to know what we're talking about. So integration of legal and regulated data protection constraints should be a driver for no-code applications. Let's get into the law just for one tiny bit, just to explain what we are talking about. In Europe, there is a general framework covering how you should deal with personal data, and that's the now famous GDPR. It's the General Data Protection Regulation. Dates back from
2016, got into force in 2018, and now it is the world standard for data protection. It's been copied by the Americans and in many other countries, both in terms of principles and in terms of expectations as to what it means, what you have to do. On top of that, there are local laws in each country, in the UK, in France, in Germany, in Spain, everywhere. And these local laws translate into immediately applicable law what the regulation provides. And on top of that, the last layer is constituted by sector-specific constraints. So that includes constraints in relation to data that are tied to health, for example, or to banking operations, or to safety, or security or defense matters. You don't use no-code applications for the Pentagon or the Ministry of Defense every day, but sometimes you have access to very sensitive information in applications that are less obvious, and that becomes potentially a risk. So for all these reasons, you have to build in sector-specific constraints. These pieces of legislation carry principles that need to be onboarded in your approach. The first of that principle is data minimization. Don't get all worked out. I know it's difficult for people doing development work to grapple with the idea that data should be minimized, that you should use as little data as you can, because the reflex of people in the industry is to gather the maximum of data you can and work on that. And if you get extra data on top of that, that's good, that's fine. You just leave it aside and don't use it if you don't need it. That's not the way it's supposed to work. In legal terms, you should minimize your use of data. The second element is transparency. You must inform users about what you're doing. They must be in a position to know exactly and to expect what you are going to do with the data you collect, the data you use. And it's very important because you have to onboard all that from the moment you start processing. In other words, from the moment you start having access to those data. Needless to say, once you have data on board, you have to deal with them with integrity and confidentiality. That stands to reason. You cannot leave it open for everyone to see. The user data, physical being data, are precious. They need to be protected. So you have to ensure the security of personal data by implementing appropriate technical and organizational measures to protect them. And all of that you have to do from day one. You have to construe, you have to design, you have to develop your application, your solution, your framework, whatever you're working on, keeping in mind that privacy is a must by default and by design. So you have to implement these principles in your product, irrespective of other constraints you have for development or for the features you want your product to have, and by default. So it's not, you don't protect personal data because the client asks you specifically to do that. You protect it because the law expects you to do that. All these principles are applicable not just to you, they're applicable to your clients, to your users. So you could very well think, well, it's not really my business, it's not really my constraint, I'll do the product I want, and it's for the user to make sure that it fits within the right legal framework. It's their headache. But the problem is, if you do that, you're not going to sell much, because you have to reassure your users that all of these constraints have been taken into account while designing the product, that they're all preset, pre-wired to deal with privacy, to deal with data protection. So that means you can reassure your clients that you minimize the risk of data breaches,
that there's a fortress around it, that they can have trust in the development process, that you are aware of these issues and that you've built in the right approach, and that you can give them access to tools that enable them to monitor what is being done and to deal with it going forward. So let's do a quick step-by-step guide of what all this means in practical terms. It means, first of all, you have to understand what you're talking about here. You have to get a sort of general idea of what the law says. You don't have to become specialists, you don't have to become lawyers, but you have to be aware of what it means. You should also anticipate your users' constraints. If you're building an app that deals with, for example, Dr.Lib, which is quite famous, which deals with schedules for doctors, enabling you to book an appointment with this or that doctor, this or that specialist, then obviously this is in relation to health data. The fact that you go to a doctor for a brain surgeon or a gynecologist tells something about what you're looking for. So you have to anticipate the constraints. And lastly, you have to secure data storage and data transmission. So all the elements of all the building blocks, so to speak, have to be taken into account. The data should be stored in a way that is secure, ideally encrypted, and through a hosting service and a transfer service that is covered by the appropriate framework. For example, SOC 2 or ISO 2701. In order to make sure that your application, your solution is built around these principles, you should also identify a valid basis for processing. This is, again, your user's headache, but you should help them do it. If your application is supposed to be dealing with consumer data, for example, you have to help your user have a valid basis for use of that data. For example, making sure that there is a form to be filled in for consent, not just here's my name, here's my email address or whatever, but here's my name, here's my email address. Yes, I do agree with the privacy terms governing the use of that data through the solution. You should also include these constraints in the development methodology itself. So you have to identify the various types of personal data used in the solution. You have to understand the compliance constraints that we've talked about a minute ago, the risks that may result from the processing of certain data or for certain sectors of activity. A DPIA is a data protection impact assessment. It means, in layman terms, it means a quick study trying to assess what impact there may be for the physical being, for the persons, if and when these data filter out, if there's a breach. Will it change my life? Will it affect the way in which I carry on my business? Will it affect my rights? For example, if you have data regarding participation to a syndicate or a political movement, well, then obviously if that data filters out, if there's a breach, if it becomes available, it may have impact on that person's life. Another important thing is to document all of this so that it can be tracked, it can be audited, it can be verified by your client, because they in turn will need to show that they're in a position to demonstrate that they've taken on board these constraints and that they've protected personal data seriously in keeping with their duties in that respect. And lastly, you have to train your users. You have to train your customers. You have to explain to them how it works. That's one of the specific difficulties of the no-code industry, is that seen from the client end, it's all a bit of a closed box. It's a process of development in which they have
quite little say. They have say, of course, in the design, in what the features, what the system is supposed to be doing, but not the way it's been built. That's the beauty of it. That's the simplicity of it. That's the efficiency and quickness in development cycle. Yes, all of that are the good sides. The problem is you don't always know what's in the box. And you have to be aware that you will have to account for it. You will have to demonstrate that you actually have the mastery of your data all the way through. It also means that you must be in a position to control and limit the data flows. If the system talks to other systems, if the application talks to other APIs, other applications, other interfaces, you have to control the way data flows work so that it's not seeping data and leaking data everywhere. Also, you should try to minimize the data that is collected according to the domain of application. That's the principle of data minimization we've already talked about. You should also try to see various angles. What does it mean for an administrator of the system? What does it mean for a user? What does it mean for someone just entering data into the system? What are the various roles? Is there a role for auditing the way in which the system works, for example? And lastly, again, you should document. Whenever you build, think about documenting, because when it's done, generally it's too late. When the client turns to you saying, "Ooh, we've had a data breach, and my auditors are asking me, questions about how we've designed the solution in order to make it secure, in order to ensure that we're on the right side of the law in that respect," and nobody took the time or the pain to do it in the process, then it's very painful, and it places the client in a very difficult situation because they have to acknowledge the fact that they have no idea how it works and that they don't have the faintest grasp of what the solution, of how the solution is designed in that respect. So documenting the development process in relation to data is essential. These are, enfoncer des portes ouvertes, as we say in French. These are things that you naturally are familiar with. I'm going to go quickly on them. Use recognized programming standards. Adapt the development language. Use maintained versions of languages and technologies that you use in the build-up. And of course, have serious host or hosting services provider for your system with appropriate security measures depending on what you're dealing with. All of this is, I'm sure, obvious to you, so I'll go quickly on that. What is maybe less obvious in terms of data protection and privacy is that you should think in advance of what the legal constraints will impose on your client. For example, the fact that you need to monitor the lifespan of data. This is something that is not obvious to most people, but you are supposed, well, your client is supposed to be deleting personal data as they go about. Every now and then, personal data that are not used, that have exceeded their life expectancy, need to be kicked out of the system, not just stored in the database somewhere and forgotten. What is more, you have data requests. When you fill in a form, it always says, I accept that my personal data are going to be processed by this and that, and I know that I have a right of access and deletion to my personal data. Well, this is what it means. It means that when a user no longer wants to have his data included in a system for processing, they can raise their hands and say, "Please delete me." And the system should be designed in a way that enables the customer, your customer, to do that quickly, efficiently, immediately, or reasonably promptly, let's say. And the last constraints that needs to be onboarded when you design the solution is detecting and monitoring security breaches, security incidents. Everyone would agree, I think, that it's important to deal with
to make sure that an appropriate response, the right patch, the right update is put in, is designed in order to address that. But also, your client needs to have a way to monitor what is done and to be in a position to explain where they are, what happened, what it means, what data was accessed, what data was stolen, what data was deleted, or etc., etc. The situation is worsening, so I'll go quickly for the end. Document how personal data regulations are taken into account in the development. Is also important to offer a sufficient level of transparency for your clients. They should know which of the constraints have been onboarded. If a system is compliant with this and that legislation, it means it's been designed to take into account the constraints of that specific legislation, and that's important for your client, because it allows them to know they can rely on the work that you've done and that they won't have to do down the line. So this is why, in very quick terms, we've tried to underline to what extent it can be an asset, it can be really a help in your sales pitch to say, we've already thought about these issues that you're encountering from a compliance point of view, and what makes a difference for my solution, for my product, is that it onboards these constraints, these issues. It offers a valid response that is already onboarding your constraints, your legal obligations, and it offers the level of transparency and design by default that will enable you to be compliant. So I'm sure that opens a lot of perspectives from you. So please feel free to ask me anything about this. On peut tout à fait parler en français. Vous voulez peut-être un micro? Attendez, je crois que monsieur va vous apporter ça pour qu'on vous entende ensuite dans le monde entier, car le monde entier nous regarde à cet instant. Je pense qu'il y a des Indonésiens qui se sont couchés très très tard pour pouvoir... Alors, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Alors, j'ai bien compris que toutes ces règles s'appliquent en fait dans le cadre des données personnelles. Et en fait, ma question c'est, est-ce que si on anonymise les données, on est soumis aux mêmes règles, ou est-ce qu'on peut du coup s'affranchir de certaines règles? Alors, c'est une excellente question, et elle appelle deux précisions. La première précision, c'est que anonymiser des données, c'est déjà un traitement. C'est-à-dire que pour anonymiser les données, il faut déjà les avoir collectées. Et quand on les a collectées, la personne qui a donné son nom pour bénéficier du service n'a pas dit « je suis CX276BQ », elle a dit « je suis Jean-Paul Dugenou ». Et donc, la transformation du nom en clair au nom crypté, ou au nom pseudonymisé, ou au nom anonymisé, qui sont différentes étapes ou différentes formes, qui peuvent être combinées d'ailleurs, de protection de ces données, c'est déjà un premier traitement. Et en général, d'ailleurs, c'est un des premiers dans la chaîne de traitement. Donc, pour répondre à votre question sur le second volet, oui, c'est déjà un traitement de données personnelles. Le fait de pseudonymiser ou d'anonymiser suppose que l'on puisse quand même avoir... alors, on doit distinguer deux cas. Soit on peut revenir en arrière, soit on ne peut pas. Dans les deux cas, il y a des règles qui définissent les mesures à mettre en place pour que ce ne soit pas fait de façon incohérente et que ce soit suffisamment robuste pour protéger de façon efficace les données personnelles et qu'on ne puisse pas remonter à une personne individuelle. Je rappelle à tout le monde que les données personnelles ne se limitent pas au nom ou à l'adresse email. Ce sont toutes les données qui permettent, seules ou en les conjuguant avec d'autres, de parvenir à individualiser une personne. Même si on ne connaît pas son nom, on sait que c'est... Si je dis la personne qui a un sweatshirt noir et qui est assise dans cette salle, ben voilà, c'est vous. Et pourtant, je ne connais pas votre nom, mais ça permet de vous identifier. Donc, l'ensemble de ces données
Alors, bon, évidemment, on peut convertir ça, la personne qui habite à telle adresse et qui est membre de telle association, la personne qui, etc. etc. Donc, toutes ces données, même anonymisées, même pseudonymisées, de façon réversible ou non, sont des données personnelles et donc entraînent l'application de cet ensemble de règles. Après, les risques que l'on encourt si on se contente de traiter la partie qui est en aval de cette opération d'anonymisation ou de pseudonymisation rendent la vie plus facile. Parce que la donnée n'est pas immédiatement exploitable pour quelqu'un, par exemple, qui aurait un accès frauduleux au système. On ne peut pas en faire grand-chose en dehors de la grille d'interprétation qui peut être exploitée par ailleurs. Et ça permet d'avoir un niveau de sécurité qui est bien meilleur, parce qu'une fois qu'on a haché quelque chose qui est déjà pseudonymisé, on commence à avoir un niveau de protection qui est un peu plus rassurant. Pour autant, ça reste des données personnelles, et donc l'ensemble des règles de privacy by design, de privacy by default, de sécurité, de transparence, de documentation, etc. s'appliquent. Très bien, merci. D'autres questions? Ah, madame? Pardon, je suis arrivée en retard, mais je me demandais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que moi j'ai souvent vu quand même des responsables, des responsables pas forcément référents, mais des responsables de traitement, qui choisissaient de justifier pas mal de choses en disant mais ça fait partie de l'intérêt légitime. Et donc on en revient là, maintenant ça va faire 5 ans, où on en est par rapport à qu'est-ce qui relève de l'intérêt légitime et qu'est-ce qui requiert vraiment le consentement. Enfin, est-ce qu'il y a un consensus sur la frontière ou c'est vraiment chacun sa sauce toujours et on essaie de rester dans la zone grise? Alors, ça c'est une question un peu plus de spécialiste, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, pour l'ensemble des gens qui ne sont pas des juristes, il doit y en avoir quand même ici un petit peu, le traitement des données personnelles suppose que l'on ait une base légale, qu'on ait une base sur laquelle on s'appuie pour traiter valablement des données personnelles, pour traiter légalement des données personnelles. Dans ces bases légales, il y en a une que Madame vient de citer, qui est l'intérêt légitime. C'est-à-dire le fait qu'on considère qu'il est normal que je puisse avoir accès à ces données pour les exploiter pour mon compte, puisque j'y ai un intérêt légitime. J'ai un intérêt légitime, par exemple, à faire de la publicité pour mon produit. J'ai un intérêt légitime, par exemple, à traiter les noms, prénoms et adresses de mes salariés à qui je dois envoyer des fiches de paye. Bon. Ça, c'est une base légale. Il y a une autre base légale qui est le consentement. Le consentement, c'est j'ai demandé la permission et la personne concernée a accepté, elle a donné son consentement au traitement que je lui ai décrit. Donc, je dois d'abord l'informer de ce que j'ai l'intention de faire, puis ensuite, elle doit consentir. Il y a d'autres bases légales sur lesquelles je ne rentre pas. Pour sauver la vie ou la santé de quelqu'un, on a le droit de, pour ne pas avoir besoin de son consentement pour pouvoir lui rendre service. L'exécution d'un contrat, par exemple. Il y a différents types de bases légales. Là où il y a une difficulté, comme vous l'avez très bien rappelé, c'est quand on pourrait imaginer être à la frontière entre deux bases légales, par exemple, entre l'intérêt légitime et le consentement. En d'autres termes, quel est le degré d'élasticité? Parce qu'il y a besoin des sous-titres pour personne. C'est plus facile de dire « je considère que j'ai plus ou moins le droit parce que c'est assez naturel pour moi d'utiliser ces données », plutôt que de dire s'il vous plaît, j'aimerais bien pouvoir utiliser vos données pour vous cibler, pour faire du profilage, pour vous adresser de la publicité non sollicitée, etc. C'est un peu moins populaire auprès des utilisateurs, et donc on risque d'en perdre beaucoup qui disent non, je clique minimiser les traitements, ou je clique non, je refuse qu'on utilise les données personnelles. Et là, du coup, la base client passe est réduite, on perd, il y a du churn, on perd beaucoup d'opportunités, on perd beaucoup de leads. Alors, juste encore un mot là-dessus. On perd beaucoup de gens, mais d'une certaine façon, ceux qu'on perd sont ceux qui auraient eu assez peu d'intérêt aux produits ou aux services qu'on se préparait à leur envoyer.
Donc on perd ceux qui de toute façon auraient dit non ensuite ou auraient dit tu m'ennuies, j'aime pas la pub, de toute façon je les regarde pas et voilà, j'ai pas envie de faire partie du champ d'investigation de cette initiative. Bon, mais ça c'est une autre parenthèse. Pour répondre à votre question, on est toujours dans la zone grise, c'est-à-dire qu'on a toujours un arbitrage à faire entre les limites de ce qu'on considère être l'intérêt légitime et l'assurance qui est offerte par le consentement. Mais cette frontière commence à être tracée de façon... Il y a toujours une frontière, elle est toujours à peu près poreuse, mais il y a quand même de plus en plus d'endroits où elle n'est plus poreuse. C'est-à-dire qu'il y a le DPB, la CNIL en France, mais beaucoup d'autres autorités de protection, ont commencé à donner des indications sur ce qu'elles considèrent être la frontière dans tel ou tel domaine. Et donc, on se rend compte que, de plus en plus, la base légale de l'intérêt légitime n'est plus acceptée ou acceptable au regard de l'intensité des traitements. On peut faire passer de l'intérêt légitime pour de la collecte de données primaires, pour adresser de la publicité sur une base d'utilisateurs qui a déjà eu, par exemple, un point de contact, un point de fréquentation. Typiquement, si vous avez lu attentivement les conditions générales de cette conférence, vous avez certainement noté que la conférence récupère les données personnelles de ses visiteurs et se réserve de pouvoir les exploiter, etc., pour faire de la publicité pour le no-code, pour faire des initiatives, vous tenir informé des nouvelles de l'industrie, etc. Bon, c'est encore du côté de l'intérêt légitime. En l'occurrence, là, c'est pas de l'intérêt légitime puisqu'on demande votre permission, on prend... Oui, on vous a demandé de cocher. D'ailleurs, c'est prévu dans les conditions générales. Quand vous avez acheté votre ticket, vous avez accepté en principe de passer dans ce processus. Mais indépendamment de ça, il commence à y avoir des domaines, notamment pour la publicité, où la base de l'intérêt légitime, la base de la collecte de bases de données marketing n'est plus suffisante. On a encore, par exemple, récemment vu dans une décision Criteo, qui a été rendu avec grand bruit par la CNIL au cours de l'année dernière, là, qui est une sanction quasiment sans précédent en France, que la base de l'intérêt légitime était insuffisante pour couvrir des traitements qui ont une intensité de profilage, une profusion de données personnelles qui va au-delà de ce qu'une personne peut légitimement imaginer ou attendre, et qui va au-delà du simple usage par l'entité qui collecte. Donc la réponse courte à votre question, c'est oui, c'est toujours une zone grise. Dans cette zone grise, il y a des îlots de noir ou de blanc selon que l'on est d'un côté ou de l'autre. La voie du consentement, pourvu que le consentement soit éclairé, est clairement privilégiée, parce que c'est celle qui offre la plus grande robustesse à la base légale du traitement. L'intérêt légitime peut continuer à être une base valide, en particulier pour toutes les opérations qui sont antérieures au rapport avec la personne concernée. Par exemple, les opérations de collecte, d'anonymisation, de traitement, de mise en base, etc. Tout ça peut très valablement être fait sur la base de l'intérêt légitime, à condition qu'on ait ensuite, pour les traitements qui sont des traitements plus intensifs de la donnée, une base comme celle du consentement, par exemple. C'est le cas quand on pose des balises de cookies. Il y a des opérations techniques qui sont faites sur la base de l'intérêt légitime avant que l'intéressé, la personne physique, clique sur « oui, j'accepte » ou clique sur « je souhaite la minimisation du traitement » ou « je refuse ». Donc il y a des opérations qui sont en amont de ce moment de choix. Ces opérations qui sont en amont, on considère qu'elles sont de l'intérêt légitime. J'ai le droit de proposer à un utilisateur d'utiliser sa donnée. Pour ça, il faut que j'identifie sa balise, que je la rentre en base, que je fasse le croisement avec son historique de nav, que je vois les cercles d'intérêt, etc. Et à ce moment-là, je peux utiliser les informations que j'ai. Ah, cette balise, je la reconnais, c'est un visiteur qui a été sur le site du Monde et donc qui arrive chez moi. Et donc, je l'ai rentré dans mon profilage de prospect. Et donc, je vais lui proposer d'utiliser ces données. Et donc là, voilà la frontière, le point de passage où je dois disposer d'une autre base légale que simplement l'intérêt légitime. Soit je demande son consentement,
soit je lui demande si elle est une partie à un contrat pour l'exécution duquel j'ai besoin de ces données personnelles. Par exemple, j'ai souscrit un service, je dois m'identifier pour pouvoir en bénéficier. J'ai un abonnement Netflix, on me demande de rentrer mon code pour bien montrer que c'est moi. Et voilà, dans l'exécution de ce contrat, je n'ai pas besoin de demander de nouveau la permission, parce qu'on a besoin de m'identifier pour pouvoir me donner ce que j'ai réclamé. Voilà, donc en quelques mots, il y a toujours cette zone de doute, mais elle commence à se réduire parce que chaque fois qu'on a réglé une question dans un domaine d'activité, on a enrichi la grille d'analyse de l'opportunité d'avoir recours à cette base légale. Pardon. Il n'y a pas de code de bonne pratique pour les développeurs pour savoir voilà, ce qu'il faut... Alors, il y a des codes de bonne pratique qui ont été émis par le DPB, mais c'est des guidelines qui sont très générales. Enfin, tout ce qui est dedans est absolument vrai, mais c'est difficile à exploiter en pratique. Il y a en revanche des normes de l'industrie. On a par exemple des normes de l'IAB, International Advertising Bureau, qui sont le dispositif du TCF. Alors le TCF a connu plusieurs générations, mais là on est au TCF 2, qui donne des guidelines et qui surtout offre un cadre auquel on peut se raccrocher. Et en adoptant ces règles, en étant enregistré comme un vendor dans la liste du TCF, on embarque tout le corpus contractuel de traitement de cette donnée personnelle pour des finalités qui sont déterminées. Donc ça évite d'avoir à réinventer l'eau chaude en permanence. C'est très pratique pour les développeurs, c'est très pratique surtout pour les utilisateurs, enfin pour vos clients, c'est-à-dire ceux qui opèrent ces solutions. Mais ça comporte évidemment un certain nombre de règles qui découlent de l'adoption de ce cadre. En fait, ce sont comme des frameworks pour le développement, ce sont des cadres au sein desquels il faut adopter un ensemble normatif de règles. Il y en a, pour la publicité, il y en a beaucoup d'autres, hein, évidemment. Il y a le PCI DSS, il y a, enfin voilà, vous les connaissez. Pour le maniement des données bancaires, par exemple, il y a des contraintes particulières. On n'a pas le droit de garder le CVV en même temps que le numéro de carte, etc. Ça, ce sont des préoccupations qui doivent être, c'était l'objet des développements précédents que vous avez bien sûr suivis, qui doivent être intégrées dans votre démarche de développement pour pouvoir offrir à vos clients qui vont utiliser vos solutions de l'assurance, des garanties, de la transparence, de l'auditabilité sur le fait que l'outil que vous leur avez construit embarque bien, d'abord est conscient de ces contraintes, les embarque bien et est capable de le montrer, est capable de le documenter, est capable de le détailler pour que votre client n'ait pas lui-même à venir soulever le capot pour vérifier comment c'est fait, comment c'est traité, où sont les données, etc. etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. D'autres questions ? Bonjour. Dans l'essence même du no-code, l'essence même du no-code repose sur le fait de ne pas développer soi-même l'ensemble des features dont on a besoin. Et du coup, comment on fait pour garantir au sein de sa propre application la protection des données, alors même que parfois on est obligé de l'envoyer vers des acteurs externes? Alors, ça, c'est une question qui est essentielle. Et c'est pour ça qu'on fait des conférences comme ça, et c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir pour essayer d'évangéliser la foule. C'est précisément pour cette problématique-là. En fait, une chaîne est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Donc, si on a dans la chaîne de développement un module, un élément, une boucle qui n'est pas auditable, dont les composantes ne sont pas connues, qui n'est pas documentée, etc., on affaiblit l'ensemble du système. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quels sont les entrants et les sortants, ça veut dire qu'il faut simplement soulever le capot et s'assurer de comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne peut être drivé soit par des normes qui dictent la façon dont ça fonctionne, soit par la nature des interfaces, soit par la nature des données qui sont fournies à un bout et sorties à l'autre bout, soit par la nature des acteurs qui s'en occupent, soit par une combinaison de tout ce que je viens de dire. Mais bien entendu, plus chacun des acteurs aura à cœur de documenter, rendre transparent, informer
sur les processus de gestion des données qui sont faits par l'élément, pour prendre un terme neutre, qui est mis à disposition pour être utilisé dans le cadre du no-code, plus l'ensemble du collier sera solide. À défaut, on doit être à même d'expliquer à son client, ben voilà, ces étapes A, B, C, D, c'est moi qui les ai faites, elles fonctionnent comme ci, comme ça, elles sont documentées, voilà. Cette étape E, là-dessus, il faut avoir une garantie ou il faut avoir une permission parce que c'est pas moi qui l'ai faite, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne sais pas où va la donnée. Et d'ailleurs, on peut se trouver dans des cahiers des charges, assez souvent même pour les types d'applications qui utilisent de la donnée personnelle ou qui ont de la donnée sensible, des cahiers des charges où le client lui-même dit « Attention, comme contrainte de développement, vous devez accepter que l'ensemble de la chaîne soit auditable, que l'ensemble de la chaîne soit documentée, sans quoi votre application no-code, même si elle me rend un grand service en pratique, je ne peux pas l'embarquer dans mon dispositif de business parce que je ne peux pas avoir confiance dans les garanties qu'elle offre. » Donc c'est en cela que le fait d'embarquer dès le début dans votre processus de développement ces considérations juridiques, réglementaires qui semblent très loin, qui semblent très détachées de votre travail de concepteur ou de constructeur d'une solution, en réalité sont un très puissant argument de vente. Parce que vos clients devront tous y passer, que ça leur plaise ou pas. Et donc ils ont deux moyens d'y passer. Le premier moyen, c'est de prendre la solution no-code qui est faite rapidement, efficacement, et ensuite de passer par le processus de mise en compliance. Donc ils vont étudier, ils vont faire une étude d'impact, ils vont vérifier les entrants, ils vont vérifier que le cadre, ils vont vous poser des questions, ils vont vous faire un contrat où ils disent oui, vous garantissez que. Et puis ensuite, ils vont l'envoyer aux auditeurs qui vont dire « Oh là là, mais non, ça va pas, on ne peut pas soulever le capot, moi je suis pas sûr, c'est pas normé, c'est pas certifié, etc. Donc je peux pas l'utiliser. » Et donc soit ils vous diront « Bah non, désolé, on a appelé Atos », soit ils vous diront « Bon, ben ok, mais à ce moment-là, vous devez me documenter, vous devez m'aider à assurer ma conformité. » Et donc, soit c'est intégré chez vous, soit c'est pas intégré chez vous et ils devront le faire par ailleurs. Et c'est long, ça coûte cher, c'est compliqué et ça peut les obliger à revoir l'outil. Donc ça fait des cycles qui sont très lourds et de toute façon, in fine, ils devront le garantir. Donc le produit fini doit être auditable et doit être conforme, sans ça ils ne l'utiliseront pas. Ils n'auront même pas le droit d'essayer de l'utiliser. Donc plus vous serez en mesure de documenter, plus vous serez en mesure d'expliquer que votre code embarque déjà ces préoccupations nativement, plus votre client va se détendre, plus il va se dire « Ah, mais non seulement ça va plus vite, mais en plus, ça va m'alléger mon boulot down the line. » quoi. Et c'est en ça que finalement, intégrer cette démarche de conformité dès le stade de la conception de la solution qui est faite pour le client, qui peut être perçue, bien sûr, comme une contrainte additionnelle, comme un obstacle additionnel, comme un frein additionnel, en réalité, va vous faire gagner beaucoup de temps pour votre conquête de marché et va permettre, j'espère en tout cas, de leverager ça comme un atout de vente très puissant. Oui, on entend, c'est bon. Bonjour. Est-ce qu'on peut certifier une application ? Est-ce qu'il existe des systèmes de... Oui, on peut tout à fait. Il y a différentes certifications, des certifications de sécurité, il y a des certifications de minimisation de l'utilisation de la donnée, il y a un certain nombre de normes, il y a ISO 27001, il y a SOC 1 et 2, il y a des certifications d'hébergement, un niveau de sécurité suffisant pour que, même si ce n'est pas l'application elle-même, mais si c'est vendu comme un service, ce qui aujourd'hui est quand même l'immense majorité des cas, eh bien, là aussi, la certification du data center dans lequel votre application tourne, ou tourne pour le client, ça peut vous aider, bien entendu, à présenter un profil qui aide le client à assurer sa conformité. Quitte, d'ailleurs, à mettre le doigt sur les points de faiblesse. Dire ça c'est pas dans mon périmètre de surveillance, ça c'est pas dans ma responsabilité. Et donc à vous, clients, licenciés, utilisateurs, de vous assurer que vous avez bien le niveau de transparence, le niveau de maîtrise de l'outil
que vous devez posséder pour pouvoir l'exploiter valablement. Merci. Merci. Effectivement, cette édition, on a vu beaucoup de cas d'usage avec des clients qui avaient énormément d'obligations en termes de compliance à respecter. Donc, on a eu plutôt des cas idéaux de clients responsables qui ont un bon niveau d'exigence, on va dire. Mais au quotidien, il y a quand même beaucoup de clients qui se disent non, mais nous, on est petits, on s'en fiche. Nous, quand on vous contacte pour du no-code, c'est parce qu'ils espèrent que ça sera beaucoup moins cher quand même et en mode dégradé. Et donc, il y en a certains, enfin, quand on leur dit bon, faut pas quand même oublier ça, ça et ça en termes de sécurité. Non, mais ça va. Et dans ces cas-là, nous, en tant que développeurs, builders ou chefs de projet, notre réponse, qu'est-ce qu'elle doit être? C'est est-ce que si par écrit, dans un mail, je leur dis, vous savez, cette solution que vous insistez, vous me demandez d'utiliser, elle a telle faille de sécurité, mais si vous l'exigez, et d'avoir la preuve écrite que c'est le client qui l'a exigé dans ces cas-là, est-ce que nous, on est couvert? Ou en fait, il faut juste refuser, parce que quand bien même on les aurait alertés, à partir du moment où on le fait, on est co-responsable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle se pose tous les jours. Et c'est une question qui est difficile parce qu'elle adresse des typologies de situations qui sont très différentes. Laissez-moi prendre un parallèle. Vous êtes garagiste, vous avez un client qui vous dit non, mais vous inquiétez pas, les freins, c'est pas grave, nous, de toute façon, on roule doucement, donc voilà, on n'a pas vraiment besoin, on rétrograde et ça fait le job. Bon, est-ce que vous laissez partir votre client avec une voiture sans frein? Non. Vous lui dites, bah non, moi je suis garagiste, je veux pas avoir votre mort sur la conscience. D'ailleurs, si vous vous plantez avec 10 personnes derrière, ce sera pour moi, parce qu'on me dira, vous êtes quand même bien cinglé d'avoir mis sur la route une voiture sans frein. Et on aura raison. Donc, vous sentez bien à l'aide de cet exemple concret qui évidemment ne représente pas la complexité. Bien sûr, c'est pas life-threatening. On fait des applications qui n'ont pas tout ce degré d'acuité, de sensibilité. Mais le principe reste le même. Mettre le client devant ses responsabilités. Alors, commençons par le commencement. Vous avez raison, c'est la responsabilité de l'utilisateur. Partons de là. Vous n'êtes qu'un fournisseur d'une solution, vous n'êtes qu'une aide au développement d'une solution qui est faite en fonction des contraintes d'exploitation qui vous sont données par votre client. D'accord. Ou que vous avez anticipé quand vous avez packagé un produit. Bon. Mais pour autant, vous devez anticiper ces problématiques. Vous devez offrir le minimum que l'on peut attendre d'une application qui fait papa-maman, qui fait ce qu'elle est censée faire. Et dans ce processus de construction, se défausser vers le client d'éléments qui sont essentiels, qui sont des garanties de sécurité notamment, de la donnée personnelle, ça c'est aussi votre responsabilité de professionnel. Donc la ligne, là encore, est difficile à tracer, la frontière est difficile à tracer. C'est le lot de tous les juristes d'avoir des difficultés à tracer des frontières, on devrait être géographe, parce que ça dépend en fait des cas d'usage, ça dépend du contexte d'usage, ça dépend de la nature des développements qui vous sont demandés, ça dépend du degré de robustesse des processus de vérification ou des procédures de vérification de l'emploi de l'application chez votre client. Ça dépend de plein de variables. Mais la règle simple, c'est quand même de se demander si ça vous semble normal de développer pour le client quelque chose que vous savez comporter un point de faiblesse grave, un point de faiblesse important dans tel ou tel domaine. Et si le tel ou tel domaine est une limite fonctionnelle, là, ça me semble tout à fait acceptable. Vous annoncez à votre client, ok, ça marche, mais la limite fonctionnelle de l'outil que je vais vous faire, c'est ça. Et est-ce que vous êtes bien d'accord avec ça? Ça, moi, je ne vois pas d'inconvénient du tout. C'est le jeu. C'est la contrepartie qu'on est prêt à payer pour avoir une application qui est développée très rapidement, avec des éléments standardisés, etc. En revanche, si le point de faiblesse, c'est de dire, bon, voilà, je vous ai fait le truc, mais je ne sais pas, c'est fait à partir de frameworks qui sont complètement des gruyères, c'est plein de trous, il y a des backdoors partout, et puis par ailleurs, c'est du code qui n'est pas auditable, que j'ai repris d'un vieux module qui a 8 ans.
et dont je ne connais pas l'auteur, qui est un open source total, bon, là, ça commence à être un peu compliqué de mettre des données de santé dedans, quoi. Hein, intuitivement, on sent bien que c'est un problème. Et que même si le client dit oui, oui, vous inquiétez pas, je prends ça sur moi, allez-y, vous m'avez bien prévenu, je suis conscient des risques. Ça, c'est, vous mettez votre tête un peu sur le billot sur un truc comme ça. Vous êtes complice de la fourniture d'une application dont vous connaissez des faiblesses dans un domaine qui peut avoir des conséquences. Donc là, de mon point de vue, vous êtes déjà de l'autre côté du pointillé qu'on a du mal à tracer. Vous êtes déjà dans une situation où vous n'êtes plus à l'abri des reproches. Voilà. Si certains d'entre vous ont d'autres questions, on peut prendre un petit café volontiers en bas, mais je dois maintenant passer le micro. Merci à tous d'être là ce matin.